Allô, bienvenue à cet épisode de Super Spécialiste où je discute de zooarchéologie ou archéozoologie, c'est pareil, avec votre nouvelle personne préférée dans 1 heure à compter de maintenant, je vous promets, Ariane Boileau. Ariane est doctorante en archéologie à l'Université de Floride et elle s'intéresse tout particulièrement aux Mayas à l'époque de la colonisation espagnole à travers leur relation avec les animaux. Elle nous parle de comment les restes animaux peuvent nous renseigner sur les sociétés de l'époque, de comment identifier et dater un os, ou encore de la fois où elle a fait une découverte des plus excitantes. Restez jusqu'à la fin de l'épisode pour une anecdote des plus délicieuses qui m'a fait absolument capoter. Je vous préviens, j'ai toujours rêvé d'être archéologue, j'en rêve toujours aujourd'hui, alors je suis vraiment excitée pendant cet épisode. Évidemment, enregistrement à distance oblige, il y a des petits bruits de chaises à travers l'épisode, j'en suis vraiment désolée, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Ok, c'est parti, parlons de zooarchéologie. Ou archéozoologie, je sais pas, c'est pareil, mais c'est pas pareil parfois. Ok. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Ariane Boileau, je suis étudiante au doctorat en archéologie à l'Université de la Floride, à Gainesville. J'ai fait, en premier après mes études secondaires, un DEC en histoire-civilisation au Cégep du Vieux-Montréal, où j'ai décidé de concrétiser ce qu'on pourrait dire mon rêve d'être archéologue, et donc j'ai décidé de poursuivre des études de baccalauréat en archéologie à l'Université Laval à Québec. Puis quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte que si je voulais être archéologue, si je voulais être capable de diriger des fouilles surtout, j'avais besoin d'une maîtrise. Et donc, je suis allée ensuite poursuivre une maîtrise en archéologie à Trent University, qui est en Ontario. Et pour pouvoir devenir chercheur, j'ai décidé ensuite de faire un doctorat en anthropologie avec une concentration en archéologie à la University of Florida. Ma première question, en fait, est-ce qu'on dit archéozoologie ou zooarchéologie? C'est les deux, en fait. Dit? Parce que je vois les deux. Okay. Alors, c'est les deux. Alors, c'est autant archéozoologie que zooarchéologie. L'archéozoologie, le terme, c'est un terme qui est souvent utilisé plus en Europe, et la zooarchéologie, c'est un terme qui est utilisé plus souvent en Amérique. Et il y en a qui préfèrent un sur l'autre, il y en a qui disent que si on dit archéozoologie, ça fait primer le côté archéo, donc le côté humain de l'étude sur la zoologie. Mais moi, j'utilise les deux termes de façon interchangeable, et plus souvent en anglais, j'utilise zooarchaeology. OK. Mais ça veut dire la même chose. Mais donc c'est ça. Donc, l'archéozoologie ou la zooarchéologie, vraiment, c'est l'étude des relations entre l'homme et son environnement, mais à travers l'étude des restes, des ressources animales qui sont retrouvées sur les sites archéologiques. OK. Puis d'où est venu cet intérêt pour l'archéologie puis pour l'archéozoologie? L'intérêt pour l'archéologie, je l'ai depuis que je suis enfant. Je peux même définir un moment précis quand j'étais en 4e année, donc vers 9 ans à peu près. J'ai eu un livre qui m'a été offert sur l'Égypte avec les pyramides d'Égypte, puis je trouvais ça vraiment fascinant, puis je me disais j'aimerais ça être la personne qui étudie les pyramides. C'est la personne qui va aller chercher, dénicher c'est quoi l'histoire et tout. Et donc c'est de là vraiment que ça a commencé cette, on pourrait dire, histoire d'amour avec l'archéologie et l'histoire en général. Puis bon, à travers le temps, c'est jamais parti, puis je me suis dit que si je pouvais le faire, je le ferais. Puis j'aimais beaucoup l'histoire, etc., mais je voulais aussi travailler quelque chose de concret, de matériel. C'est ça que l'archéologie, ça apporte, en fait. Donc, c'est pas seulement regarder des textes ou lire ce que les gens ont écrit dans le passé, mais c'est vraiment un peu comme un casse-tête géant de mettre tous les restes matériels qui ont été laissés dans le passé par l'homme, puis essayer de les mettre ensemble, puis de les comprendre pour essayer de reconstituer les sociétés du passé. Puis c'est ça qui a eu finalement un attrait pour moi, puis que j'ai décidé de poursuivre. OK. Puis en ce moment, qu'est-ce que tu étudies en particulier? Alors, pour mon doctorat, je travaille à un site Maya qui s'appelle Lamanaï, qui est situé dans le nord du Belize, donc en Amérique centrale. Le site de Lamanaï, c'est un site qui a été occupé pendant 3000 ans, en commençant à 1500 ans avant Jésus-Christ, au contact avec les Espagnols vers 1540. Puis le site est abandonné peut-être autour de 1700 après Jésus-Christ. Donc une très longue occupation continue du site, ce qui est plutôt rare en fait. Et moi, je m'intéresse à la fin de cette histoire qui est le contact avec les Espagnols. Donc Lamanaï, ce qui est intéressant, c'est que c'est un site qui est situé à la frontière de la colonie espagnole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un centre espagnol qui est situé dans le Yucatan, à Mérida, qui est des centaines de kilomètres de Lamanaï. Et donc Lamanaï, c'est pas un site qui est vraiment sous contrôle espagnol, bien qu'il devrait l'être.
Et je m'intéresse donc à qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là qui sont des Mayas, qui sont en frontière de la colonie. Est-ce qu'ils sont vraiment affectés par ce qui se passe, par tous les processus de colonisation et de colonialisme qui sont apportés par les Espagnols? Et moi, je m'intéresse finalement à ces changements-là qui sont économiques, sociaux et politiques à travers l'étude des restes animaux. Donc, parce que les restes animaux, les ressources animales sont utilisées par les Mayas pour tout. Il y a des échanges économiques d'animaux entre des communautés. Certains animaux sont utilisés pour promouvoir un statut social ou politique dans la communauté. Les animaux sont utilisés aussi pour les rituels. Donc, à travers l'étude des animaux, des restes animaux, je suis capable d'aller regarder est-ce qu'il y a des changements sociaux, politiques et économiques dans l'utilisation des ressources animales. Est-ce que ça change après le contact ou ça change pas du tout? Mais donc, l'archéozoologie, c'est toujours comprendre les hommes à travers les animaux? Ou alors, est-ce qu'il y a aussi une partie de l'archéozoologie, pas forcément dans laquelle tu te situes, mais qui étudie juste les animaux? Ou c'est toujours vers les hommes? C'est une bonne question parce qu'en fait, oui, en général, je vais dire que l'archéozoologie, c'est l'étude de l'homme à travers les animaux. L'archéologie, au départ, c'est ce qu'on veut étudier, les sociétés humaines. Mais c'est vrai que des fois, oui, on s'intéresse à l'animal pour l'animal, dans le sens que, mais même là, ça serait à travers l'humain. Par exemple, si on parle du processus de domestication du chien, ou de la dinde, ou d'autres animaux. Et donc, on peut s'intéresser aux changements qui apparaissent dans l'animal même. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est quand même à travers le processus de domestication qui implique une présence humaine. Mais on peut aussi s'intéresser, pas juste qu'on pourrait appeler une relation économique entre l'homme et les animaux, mais aussi la relation environnementale. Donc, pas seulement reconstituer l'économie, mais reconstituer les environnements du passé. Par ça, je veux dire, c'est quoi l'impact de l'homme sur l'environnement ou l'impact de l'environnement sur l'homme? Ça peut être aussi reconstituer les changements climatiques, par exemple. Et à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement une dimension humaine qui est prise en compte. Puis, concrètement, tu fais quoi en tant que zooarchéologue? En général, ça veut dire que j'étudie les ossements animaux. Donc, et qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'en fait, juste regarder des ossements, c'est pas que seulement ce que je fais. Donc, quand on fouille un site, on va avoir différents types de cultures matérielles. Donc, on a les poteries, on va avoir le lithique, donc tout ce qui est la pierre taillée. On peut avoir des restes botaniques, des restes animaux. Donc, moi, j'étudie les restes animaux. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je reçois des sacs qui sont pleins d'ossements animaux, qui viennent de contextes particuliers. Et ce que j'essaie de faire, c'est de les identifier. Donc, je reçois les ossements. La première chose que j'essaie de faire, c'est d'établir si je suis capable de déterminer les fragments à quel élément anatomique ils appartiennent. Parce que si je peux pas placer le fragment à un élément anatomique, ce que je veux dire par là, est-ce que ça fait partie du crâne, est-ce que c'est un humérus, un fémur, une côte? Si je peux pas déterminer ça, après ça, c'est très difficile de déterminer à quelle espèce ça pourrait appartenir. Donc, c'est comme la première étape. Si je suis capable de déterminer plus ou moins à quel élément anatomique ça appartient, après ça, je peux passer à l'étape suivante qui serait de déterminer à quelle espèce ou à quel genre ou quelle famille d'animaux appartient l'ossement. Donc, je pourrais dire ça, c'est un fragment d'un humérus droit d'un cerf de Virginie, par exemple. Et c'est sûr qu'au final, il va toujours avoir des ossements que je pourrais pas savoir ils sont quoi, parce qu'ils sont trop fragmentés, ils sont trop détériorés. Donc, il y a toujours une catégorie d'ossements qui sont ça, c'est des ossements de mammifères, mais je peux pas dire d'autre chose que ça. Ça, c'est des ossements de vertébrés, mais je sais même pas si c'est des mammifères ou des reptiles ou des oiseaux, par exemple. Donc ça, c'est comme la première étape. Puis, c'est sûr que pour chaque ossement, j'essaie aussi d'apprendre le plus que je peux sur l'ossement. Donc, est-ce qu'il y a des traces d'intervention humaine? Par exemple, des traces de découpe, des traces de boucherie, des traces de brûlure. Et aussi, est-ce qu'il y a des traces qu'on appelle taphonomiques, donc de la préservation de l'ossement, les choses qui se passent entre le moment où l'animal est acquis par la chasse ou par l'élevage par l'homme, jusqu'au moment où nous on le retrouve en tant qu'archéologue, qu'est-ce qui se passe? Et donc, dans les sols, quand les ossements sont enfouis, il se passe aussi d'autres processus. Donc, on va avoir des traces de racines, des traces de changements sur la surface de l'os. Et donc, moi, j'essaie de prendre toutes ces informations-là. Quand tout ça est fait, ensuite, on quantifie, en tant qu'archéologue, en zooarchéologue, on quantifie tous les ossements, tout ce qu'on a appris, puis on essaie ensuite de regarder c'est quoi les tendances. Donc, en utilisant l'information contextuelle
de où les ossements ont été fouillés ou retrouvés. Donc, est-ce que ça vient de une structure de l'élite? Est-ce que ça vient de une structure de quelqu'un qui fait pas partie de l'élite? Et de quelle époque ça date? Puis ensuite, on analyse tout ça, puis on essaie de voir c'est quoi les tendances, c'est quoi les schémas, et qu'est-ce que ça nous dit sur l'homme dans le passé. En gros, c'est ce que je fais. OK, wow. Tu me dis que tu reçois des sacs d'os. Est-ce que c'est comme des sacs avec beaucoup d'os pêle-mêle à l'intérieur? Puis est-ce que avec ces sacs, tu reçois de l'information sur comment ils étaient disposés? Parce que je pense que ça doit avoir une certaine importance de savoir comment ils s'agençaient. Est-ce qu'ils étaient tous ensemble? Où est-ce qu'ils étaient par rapport à, je sais pas, des murs ou je sais pas quoi? C'est ça. Qu'est-ce qui vient comme information avec ces sacs d'os que tu reçois? Tout dépend du projet. Mais en général, la question que tu poses, c'est en fait la question probablement la plus importante de l'archéologie. Parce qu'en archéologie, on peut rien faire sans le contexte. Donc, juste retrouver des ossements comme ça nous donne pas d'informations. Ce qui est important, c'est le contexte d'où ils viennent, d'où ils proviennent. Donc, est-ce que ça vient d'une maison? Est-ce que ça vient d'un champ? Est-ce que ça vient d'un dépotoir? De quelle époque on pense que ça date? À qui appartenaient ou qui utilisait ces ossements-là? Comme je disais, est-ce que c'est des gens qui appartiennent à l'élite, à la famille royale? Est-ce que c'est des gens du commun des mortels, des roturiers, si on peut dire? Donc, le contexte est vraiment très important. Moi, quand je reçois, je reçois parce que c'est souvent des choses qui me sont envoyées, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est moi-même aussi qui fais les fouilles, c'est moi qui va chercher les ossements. Il y a toujours une information contextuelle. Donc, ça me dit, par exemple, il va y avoir un numéro, je sais pas, c'est contexte numéro 1A. Et 1A, ça veut dire que ça vient de telle, je sais pas, la maison numéro 1, de la couche numéro 1 dans cette maison qui date de l'époque coloniale, disons. Donc, oui, j'ai de l'information qui me permet de savoir d'où ça vient. Mais des fois, il n'y a pas toute l'information avec juste qu'est-ce qui est écrit sur la feuille de papier qui est dans le sac. Donc, on travaille en partenariat avec les archéologues qui ont fouillé le site pour être sûr d'avoir toute l'information nécessaire pour faire une bonne analyse des restes phoniques. OK. Puis, comme t'as pas étudié, mais je veux dire, t'as pas de diplôme, je sais pas, en biologie ou en zoologie spécifiquement, comment est-ce que t'as appris à reconnaître les os d'animaux puis à les identifier? Alors ça a été un très long processus qui continue encore aujourd'hui. Alors, ça a commencé au baccalauréat, quand j'ai pu prendre... Il y avait un laboratoire de zooarchéologie à l'Université Laval, en fait, il y en a toujours un. Et c'est là que j'ai commencé en premier à apprendre l'anatomie. Donc ça, c'est comme la première phase, parce que sans connaissance anatomique, c'est impossible d'identifier les ossements animaux. Et donc, en prenant des cours de zooarchéologie, puis il y avait aussi un cours de laboratoire en zooarchéologie, ça a été un peu comme ma première expérience. Et c'est là aussi qu'on se rend compte, en fait, que un fémur, ça a souvent la même forme, peu importe l'animal ou un numérus. Donc, il y a toujours les formes changent, mais se ressemblent en même temps. Il y a quand même un numérus, comme je dis, ça ressemble à peu près à la même chose à travers les animaux. C'est sûr que après ça, il faut apprendre c'est quoi la différence entre un ossement de mammifère versus un ossement d'oiseau, un ossement de reptile. Et ça, il y a des différences aussi par la texture, par l'épaisseur de l'os, etc. Donc ça, c'est comme la première étape. Et quand on est zooarchéologue, c'est impossible de connaître tous les animaux qui existent dans l'environnement où on travaille. Moi, en plus, je travaille dans les tropiques, donc à un endroit où il y a une des plus grandes biodiversités mondiales. Alors, je peux pas connaître les milliers d'espèces qui existent et qui vivent dans l'environnement où je travaille, en Amérique centrale. Alors, donc, les espèces qui sont communes, c'est sûr que ceux-là, je suis capable de les identifier assez facilement parce que j'ai travaillé beaucoup avec elles. Ces espèces-là, dans mon cas à moi, ça serait le cerf de Virginie, la dinde, certaines tortues, le pécari, le tapir, quelques espèces de poissons, par exemple. Donc, les espèces qui sont souvent présentes sur les sites mayas. Mais s'il y a une espèce qui est rare, par exemple, un jaguar, j'ai besoin d'avoir une collection de références pour pouvoir l'identifier. Donc, c'est pour ça que souvent les zooarchéologues vont travailler en partenariat avec des musées ou avoir leur propre collection de références. Et par ça, je veux dire, c'est une collection d'ossements qui sont des animaux modernes, qui ont été acquis souvent par les musées. Et on sait c'est quoi. Donc, c'est une boîte, il y a des ossements dedans, et ça dit, voici un jaguar, ou voici un cerf de Virginie. Et moi, je suis capable vraiment d'utiliser ces ossements-là qui sont complets
pour les comparer avec les ossements fragmentés archéologiques, puis essayer de faire un match, de voir est-ce que ça ressemble l'un à l'autre. Et c'est un peu comme l'idée d'un casse-tête, en fait. Donc, l'idée, c'est que moi, j'ai un ossement fragmenté, puis je vais essayer de voir c'est quoi le bon match. Mais sauf que c'est un casse-tête où tu sais pas c'est quoi qu'il y a dans la boîte. Tu sais, je veux dire, quand on ouvre un casse-tête, bon, on sait que tous les morceaux ensemble s'ajustent, puis ils vont faire quelque chose de beau. Mais moi, c'est pas mon cas. Mais c'est l'idée de savoir que l'ossement fragmenté, ça fait partie d'une entité complète, qui peut être, par exemple, un numérus complet. Puis moi, j'essaie d'identifier ça. Et donc, c'est ça le processus de zooarchéologie. Et donc, oui, j'ai une connaissance qui a été acquise avec maintenant des années et des années d'être zooarchéologue. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Mais non, je connais pas toutes les espèces. Et il y a toujours des ossements qui même que j'arrive pas à identifier, qui restent dans ma tête des années plus tard parce que je me dis, oh mon Dieu, il me semble que ça semblait identifiable, mais j'y arrivais pas. Et on travaille beaucoup en collaboration. Moi, dans mon musée, on est plusieurs zooarchéologues. Donc, souvent, on se montre des ossements. Est-ce que tu as une idée, c'est quoi ça? Est-ce que tu as une idée, c'est quoi ça? Des fois, c'est génial parce que la personne va dire, ah, est-ce que tu as pensé à ça? Puis là, on essaie, et oui, ça l'était, ou non, on est tous, on sait pas. En fait, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est du tout. Ouais. OK. J'ai lu sur Internet que parfois, on pouvait utiliser la spectrométrie spectrométrie de masse pour identifier un os dont on n'arrive pas à identifier l'espèce par comparaison puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Alors, moi, pas personnellement pour le moment. Donc, j'explique. En fait, c'est une toute nouvelle méthode. Ça fait moins de 10 ans, je crois, qu'elle est utilisée. En anglais, on appelle ça le Zoom, ou le Zoom MS. Alors, ça veut dire, l'acronyme, c'est Zooarchaeology by Mass Spectrometry. Donc, spectrométrie de masse pour la zooarchéologie. Et donc, l'idée, en fait, c'est que, alors, je vous dis, c'est très technique. Moi, je m'y connais probablement pas assez pour faire la meilleure explication possible de c'est quoi le Zoom MS. Mais en gros, en fait, c'est qu'on prend des échantillons d'ossements, on les prépare en laboratoire, puis on les met dans une machine qui détermine la masse spectrométrique ou spectrométrie de masse de l'ossement. Et c'est ensuite comparé avec des espèces qui ont été mis dans la même machine. C'est tellement plus technique ce que j'explique. Mais dont on sait, en fait, c'est quoi la spectrométrie. Donc, l'idée, en fait, que ça fait un graphique avec des pointes. C'est la meilleure façon de l'expliquer. Et donc, on compare le résultat de l'os archéologique avec les espèces qu'on a déjà, dont on sait c'est quoi, finalement, leurs pointes, puis on compare, puis c'est comme ça qu'on arrive à identifier. Moi, je le fais pas encore, mais j'ai un projet qui est en train de se développer pour l'identification d'oiseaux dans la région Maya, surtout les passereaux. Puis on essaie de voir si on serait capable d'utiliser le Zoom MS pour identifier les passereaux. Puis la raison pour laquelle on voudrait faire ça, en fait, c'est que les passereaux, c'est la famille d'oiseaux la plus diverse au monde. Et c'est des oiseaux qui sont très difficiles à identifier à l'espèce. Donc, moi, en ce moment, j'essaie d'identifier ces oiseaux-là à la famille, si possible, ou peut-être au genre, si je suis capable. Donc, il y a comme différentes catégories. Et on espère peut-être qu'avec la spectrométrie de masse, on serait capable d'avoir des identifications un peu plus pointues, en fait, et plus précises. OK. Est-ce que tu penses qu'à terme, la spectrométrie de masse est appelée à remplacer les autres types d'identification? Ou alors est-ce que tu penses que ça restera toujours un complément à ce que tu fais déjà? Ben, c'est une discussion qu'on a en ce moment dans le monde de la zooarchéologie. Moi, je pense que ça va pas nous amener à remplacer parce que c'est quand même un processus qui est assez long à faire. Donc, il faut sélectionner des échantillons, il faut les préparer en laboratoire, ensuite, il faut les envoyer au spectromètre. C'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est sûr que oui, l'identification des ossements, ça prend aussi beaucoup de temps. Mais je me vois pas essayer d'échantillonner les 10 000 ossements, par exemple, de ma thèse de doctorat pour toutes les envoyer puis essayer de les passer par le Zoom MS. Donc, je pense pas que ça va remplacer. C'est une analyse qui est intéressante aussi parce qu'elle est peu coûteuse. Et donc, ça, c'est toujours le problème avec les analyses spécialisées. Souvent, ça coûte très cher. Celle-là, elle l'est pas. Mais je pense que ça, pour l'instant, je dirais que c'est juste un complément. Puis, mis à part l'identification, je suppose que une grosse partie de ton travail, c'est de dater les os.
est-ce que tu fais ça par des méthodes comme scientifiques avec des machines puis tout ça? Ou alors est-ce que tu te bases surtout sur le contexte, la profondeur ou des trucs comme ça? Alors, c'est les deux. Alors, comme j'expliquais plus tôt, oui, le contexte, c'est la chose la plus importante en archéologie. Donc, si on prend un site, on a différentes couches ou strates de dépôts qui sont en général une par-dessus l'autre. Et donc, la couche qui est sur le dessus, c'est la couche la plus récente. Celle qui est en dessous, qui est la plus profonde, c'est la couche la plus ancienne. Donc, selon un principe de stratigraphie horizontale, ça nous permet finalement de dater les dépôts. Et dans le monde maya, par exemple, la façon la plus commune ou courante de dater, c'est en utilisant la céramique. Donc, la céramique, elle change de forme et de style et de décoration avec le temps. Ça nous permet de savoir plus ou moins à quelle époque un dépôt date. Donc, par exemple, est-ce que c'est un dépôt qui date de l'époque préclassique? Est-ce que c'est un dépôt de l'époque classique ou post-classique? Puis il y a des sous-périodes là-dedans, donc un post-classique ancien versus un post-classique tardif, etc. Et donc, moi, je date mes ossements par association avec les céramiques qui sont dans le même dépôt. Donc, si on a la couche 1, et que dans la couche 1, j'ai des céramiques, par exemple, européennes, je sais que le dépôt date de l'époque coloniale, parce qu'il n'y a définitivement pas de céramique européenne avant l'arrivée des Espagnols. Donc, si mes ossements se trouvent dans la même couche, ce sont des ossements qui doivent dater de l'époque coloniale. Donc, après 1540 après Jésus-Christ. Ça, c'est disons, le principe le plus basique de l'archéologie. Oui, on fait des dates de radiocarbone et on peut le faire sur des ossements. Donc, le radiocarbone ou le carbone 14, on peut le faire sur n'importe quel reste organique. Souvent, on va le faire sur le charbon, donc les restes brûlés. Mais on peut le faire définitivement sur les ossements aussi. Mais le radiocarbone, ça coûte très cher. Donc, on peut pas en faire des tonnes, à moins d'avoir du financement. Et donc, oui, on le fait. Ça permet d'ancrer la chronologie, si on peut dire. Donc, par exemple, si on sait que telle couche, on pense qu'elle date, disons, de l'époque préclassique, alors du préclassique tardif, disons. Donc, de 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 150 après Jésus-Christ. Donc, cette époque-là, on peut prendre un échantillon de charbon ou un ossement animal, par exemple, l'envoyer pour le dater au radiocarbone. Puis, si la date correspond plus ou moins, ben, on se dit, ah, on est sûr maintenant de notre chronologie. OK. Puis, il y a toujours de la céramique autour des os? En général, oui, dans la région où je travaille. Les Mayas, ils font de la céramique à n'en plus finir. Il y a toujours de la céramique. Je veux dire, c'est pas compliqué, il y en a tout le temps. C'est vraiment rare qu'il y en a pas. Par contre, il faut dire que ça arrive parfois qu'on a de la céramique, mais qu'elle est tellement désagrégée qu'on peut pas exactement savoir qu'est-ce que c'est. Mais en général, on utilise la céramique, mais il y a pas que ça. Il y a aussi quand même dans la pierre taillée, par exemple, des changements qui existent, qui sont perçus par les archéologues ou dans les structures aussi. Les structures aussi changent avec le temps. Donc, c'est le genre de choses qu'on utilise. Mais la céramique, dans le monde maya, c'est ce qu'on utilise en premier. Mais c'est sûr qu'on utilise un tout. OK. Puis, donc, est-ce que ça veut dire que les os que tu étudies, ils viennent surtout des vidanges, en fait? En général, oui. Alors, beaucoup les vidanges ou le dépotoir. Mais on en retrouve aussi, par exemple, à l'intérieur des structures. Donc, par exemple, on sait chez les Mayas on est pas mal sûr, en fait, qu'ils nettoyaient le sol des habitations, ce qui fait beaucoup de sens, parce qu'on retrouve pas nécessairement un grand nombre de dépôts dans l'intérieur d'une maison, mais souvent, on va en trouver sur le bord des murs, hein, parce que c'est là que c'est plus difficile à balayer ou à nettoyer. Donc, oui, on peut en retrouver des ossements à l'intérieur des structures ou dans les sols des structures. Mais c'est beaucoup les dépotoirs. Puis, est-ce que ça vous arrive de trouver des ossements comme dans une tombe ou un animal qui a été enterré tout seul, à qui on a donné une sépulture? Oui, ça arrive. Les sépultures pour les animaux seuls, c'est plutôt rare dans le monde maya, mais il y en a. Il y en a même une sur le site où je travaille qui est une sépulture d'un chien. On ne sait pas nécessairement pourquoi que ce chien a été enterré seul, mais le chien a reçu une sépulture, peut-être parce que c'était un animal vraiment important, ou qui appartenait à quelqu'un qui était très important. Mais en général, ce qu'on retrouve, oui, ce sont des restes des animaux
avec des personnes de statut important dans la société maya. Donc, en général, les sépultures qu'on retrouve, c'est des sépultures qui ont été mises dans par exemple, une pyramide. Donc, dans un temple pyramide, les gens très importants, par exemple le roi, si on veut appeler ça un roi, peuvent avoir été enterrés dans le milieu de la pyramide ou sur les côtés, ou des fois, ça peut être dans des structures cérémonielles. Et ces gens-là, souvent, sont enterrés avec beaucoup d'objets qui définissent leur statut social élevé dans la société. Et ça inclut les animaux. Et donc, il y a des animaux qui, on pourrait dire, sont la marque du statut social élevé parce qu'ils sont rares. Donc, un exemple, ce sont les coquillages marins présents sur les sites qui sont situés loin à l'intérieur des terres. Donc, ce sont définitivement des objets qui sont acquis par des réseaux d'échange. Et donc qui ont probablement une certaine valeur et qui peuvent pas être acquis par tout le monde dans la société. Un peu comme aujourd'hui, on pense à une bouteille de champagne qui vaut, je sais pas, 400 $, ben c'est pas tout le monde qui peut se payer cette bouteille-là. Dans le passé, c'était la même chose. Il y avait des ressources animales qui étaient réservées aux gens de l'élite. Et donc, ces ressources-là, qui sont rares ou exotiques, ce sont ces ressources-là qui sont enterrées avec les gens qui ont un statut social élevé. OK. Puis, tu me mentionnais un chien. Est-ce que le chien, c'était un animal de compagnie pour les Mayas? Oui, ça l'était. Le chien était utilisé de plusieurs façons. Donc, on sait que c'était un animal de compagnie. On sait aussi que c'était souvent un compagnon de chasse. Et c'était aussi une offrande rituelle. Donc, on a beaucoup d'informations dans les 30 dernières années, ouais, à peu près, qui nous montrent que certains chiens, et c'était peut-être certaines races de chiens, mais ça on n'en est pas 100% sûr, qui étaient réservés pour des cérémonies ou des rituels. Où finalement, ces chiens-là, ils étaient élevés de façon séparée des autres chiens, avec une diète spéciale, où on leur donnait sûrement beaucoup de maïs, ou peut-être une genre de moulée de maïs, et ils étaient comme engrossis, si on veut dire, et ensuite sacrifiés, et peut-être, et on pense même mangés par les Mayas durant la cérémonie, et ensuite enterrés dans un dépôt cérémonial. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose que nous, on se dit, je mangerai pas mon chien. Mais chez les Mayas et chez beaucoup de groupes de la Mésoamérique, c'était une pratique de manger des chiens, ou manger un chien. Mais on pense qu'ils avaient peut-être plusieurs races différentes, qu'ils avaient des attributions différentes. Donc, une race qui était peut-être plus un chien de chasse, un autre peut-être un animal de compagnie, et peut-être une autre qui était un chien de type cérémonial. OK. Puis est-ce qu'il y avait d'autres animaux qui servaient d'animaux de compagnie ou juste les chiens? On pense surtout les chiens. Ils avaient peut-être d'autres animaux de compagnie, peut-être par exemple des perroquets, des choses comme ça. Mais les Mayas, ils n'avaient pas beaucoup d'animaux domestiques. En fait, ils avaient le chien, ils avaient la dinde. Et c'était tout. Tous les autres animaux étaient des animaux qui étaient soit chassés ou pêchés ou cueillis, si on peut dire. Donc il n'y avait pas d'élevage? Pas vraiment, non. Il y avait l'élevage de la dinde. On sait que... Donc, dans la région Maya, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une dinde, si on peut dire, locale. Donc, il y a la dinde osselée, qui est une dinde qui est native de la région Maya, mais elle n'a jamais été domestiquée. Et la dinde domestiquée, celle qu'on a maintenant aujourd'hui, elle vient du Mexique central. Et on sait qu'il y avait déjà des échanges entre la région Maya et le Mexique central, ce qui sont je pense, plus d'un millier de kilomètres, durant ce qu'on appelle la période préclassique tardive, donc autour de, je pense, 150 avant Jésus-Christ. On sait qu'il y avait déjà des échanges entre les deux régions et qu'il y a des dindes domestiquées qui sont venues du Mexique central jusque dans la région Maya. Mais on ne sait pas exactement à quelle époque les Mayas ont décidé d'adopter la dinde domestiquée et de la garder. Mais on sait que vers 1000 après Jésus-Christ, ce qu'on appelle le début d'époque post-classique, oui, ils avaient la dinde et ils les élevaient. Donc, sur le site de la Manaï où je travaille, il y a beaucoup de dindes domestiquées qui sont mangées par les Mayas. OK. Tu m'as mentionné comme des échanges géographiques avec les dindes, mais aussi avec les coquillages un peu plus tôt. Comment est-ce que tu peux établir l'origine géographique d'un animal, par exemple, que tu retrouves à la Manaï? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. C'est sûr qu'il y a des animaux qui ont des
distribution géographique plus restreinte que d'autres qui nous permet d'établir leur origine. Donc, les coquillages marins, c'est assez facile parce qu'on sait qu'ils peuvent que provenir de la mer. Donc, s'ils sont présents à l'intérieur des terres, on sait à ce moment-là que, bien sûr, ils ont dû être amenés par des réseaux d'échange ou d'autres façons, mais un commerce de quelque sorte. Donc, pour les coquillages marins, c'est facile. Il y a aussi certains animaux qui peuvent provenir de régions particulières. Par exemple, pas que c'est commun d'en trouver, mais on sait que les Mayas faisaient l'échange des plumes de quetzal. Et le quetzal, c'est un oiseau qui habite seulement dans les hautes terres du Guatemala. Donc, si on retrouve des restes de quetzal ou des dépictions, par exemple, de plumes de quetzal, on sait qu'elles viennent de cette région-là uniquement. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait avant. Enfin, on continue à le faire, mais c'est le type d'analyse le plus ancien pour voir les réseaux d'échange entre les communautés mayas ou entre les Mayas et d'autres cultures mésoaméricaines. Maintenant, on peut aussi faire des études isotopiques. Donc, essayer d'expliquer les isotopes. Les isotopes, en fait, c'est des variations d'un élément chimique. Donc, on a des isotopes qu'on utilise, nous, en archéologie, pour déterminer la provenance d'un animal. On a les isotopes de strontium, les isotopes de plomb et les isotopes d'oxygène. Ce sont les trois les plus communs qu'on utilise en ce moment. Donc, l'idée, en fait, c'est que les isotopes, qui sont, comme je dis, des variations d'un élément chimique, on les absorbe, pour le strontium, le plomb, par la respiration, donc ce qu'on respire, et aussi la nourriture qu'on va manger ou l'eau qu'on va boire. Alors, j'essaie d'expliquer de façon rapidement. Avec le strontium, par exemple, le strontium, c'est un élément chimique qui est contenu dans la roche-mère. Et il y a des variations dans le ratio d'isotopes par rapport à l'âge de la roche-mère, donc à l'âge de formation de la roche-mère. Donc, une roche plus ancienne versus une qui est plus récente, ils n'ont pas nécessairement le même ratio d'isotopes. Et donc, on a réussi à faire une carte des variations de l'isotope de strontium dans la région Maya. Donc, on sait que si on habite proche de la mer, on a une valeur particulière d'isotope de strontium qui n'est pas la même que si on habite proche, par exemple, des montagnes volcaniques du Guatemala. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on analyse les ossements ou les dents pour essayer de déterminer c'est quoi le ratio de strontium dans l'os ou la dent. Donc, l'idée étant que si on a un cerf de Virginie, disons, qui, lui, habite, on va dire, dans les terres volcaniques du Guatemala, mais le cerf, lui, il va naître là, il va grandir là, et donc il va manger la nourriture, les plantes, etc., qui absorbent le strontium de la roche-mère. Il va boire l'eau qui est en contact avec la roche-mère, et donc il va avoir un ratio particulier de strontium de cette région-là. Et donc, si on a une communauté maya qui va chasser ce cerf-là et qui en envoie une partie dans une autre communauté qui est située à des centaines de kilomètres, ben, on pourrait déterminer, si on trouve cet ossement-là à un site dans les basses terres, on peut faire l'analyse du strontium et on va voir que le ratio est complètement différent du ratio local de strontium. Et ça nous permet de déterminer donc qu'il y a des échanges. Et on peut faire la même chose avec l'oxygène et le plomb. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Man, je trouve ça tellement cool, les analyses d'isotopes. Ah, ben moi aussi. C'est comme, c'est de la magie. Oui, c'est de la magie, c'est de la science, mais... Oui, c'est de la science, mais on dirait que c'est de la magie, oui. C'est ça. Moi, j'en entends pas mal parler, tu sais, c'est de plus en plus utilisé dans les meurtres pour essayer d'identifier des victimes dont on connaît pas l'origine. Oui. Puis c'est tellement cool de pouvoir comme pinpoint que cette personne a grandi comme dans les montagnes, je sais pas, de Caroline du Nord aux États-Unis, whatever. Oui. C'est tellement cool. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup aussi, il faut dire, dans les analyses isotopiques, on utilise beaucoup les dents. Parce que les dents, en fait, les isotopes qui sont dans les dents, c'est les isotopes qui ont été absorbés quand la dent s'est formée. Donc, en général, quand une personne, si on est un humain ou un animal, qu'on est jeune. Donc, quand la dent se forme. Tandis que l'ossement, lui, représente en général une variation chez les humains, du moins d'une dizaine à une vingtaine d'années. Parce que les ossements se remodèlent avec le temps. Et donc, les isotopes qui sont dans les ossements sont remplacés peu à peu avec le temps. Et donc, mais on utilise les dents surtout parce qu'elles sont vraiment résistantes aux changements qu'on appelle diagéniques. Diagénique? Ah, je sais plus. De la diagénèse, tiens, voilà.
Alors, on peut les remplacer par... donc, les dents, elles sont plus résistantes aux changements dus à la diagenèse. Donc, dans le sol, c'est le remplacement des minéraux par exemple, l'eau qui va s'infiltrer dans la dent, puis qui peut amener d'autres minéraux qui vont les remplacer, etc. Mais les dents, elles sont plus résistantes à ce type de phénomène que les ossements. Donc, on a aussi tendance à vouloir utiliser les dents plutôt que les ossements. Mais si on peut utiliser les deux, ce qui est intéressant, par exemple, c'est si on a une dent dans une mâchoire. Ça, c'est vraiment le truc le plus cool à faire si on est capable de le faire. C'est que la dent va donner la région d'origine de l'animal, mais en regardant la mâchoire, ça peut être aussi la région où l'animal a vécu durant sa vie. Et donc, ça pourrait indiquer que l'animal a été, par exemple, est né dans une région, mais aurait pu être transporté vivant et avoir vécu dans une autre région durant sa vie. Wow, ouais, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Mais bon, c'est difficile, c'est rare de trouver ce genre d'informations-là ou de trouver un animal qui correspondrait à ce schéma-là. Mais si on trouve ça, c'est juste vraiment génial. Ouais. Puis, mis à part les dents et les os, est-ce que parfois, ça t'arrive de trouver, d'étudier d'autres choses, comme de la fourrure ou de la peau ou des plumes, justement? Alors, moi, malheureusement, non. Mais c'est à cause de la région où je travaille. Alors, oui, je parle beaucoup d'ossements parce que moi, c'est avec ça que je travaille au quotidien. Moi, je travaille beaucoup avec des ossements, des dents, des coquillages. Pourquoi? Parce que ce sont les restes animaux qui survivent le mieux à la désintégration organique ou de la matière organique. Donc, tout ce qui est comme la peau ou la fourrure ou les plumes, c'est des matières organiques qui sont plus fragiles. Et dans les régions tropicales où moi je travaille, c'est des matières qui se désintègrent très rapidement, malheureusement. Donc, il faut vraiment des superbes conditions de préservation qu'on appelle des conditions anaérobiques. Donc, des conditions où il y a peu d'oxygène. Et ça, on peut les rencontrer dans les régions très sèches, comme les déserts, par exemple. Donc, on pense, par exemple, aux momies égyptiennes, où on a des fois une préservation de la peau, puis des cheveux ou des ongles, parce qu'il y a très peu d'oxygène, donc très peu de bactéries qui sont là pour désintégrer la matière organique. Ou dans les régions qui sont très froides, comme les régions polaires. Hein. Ou par exemple, si on pense dans les Alpes, par exemple, avec Otzi, qui est une genre de momie qui a été retrouvée, où on a encore là de la peau. Moi, dans les régions tropicales où je travaille, j'en ai jamais retrouvé de la fourrure ou des plumes. Mais si j'en retrouvais, il faudrait probablement que je fasse appel à des gens qui sont plus spécialisés dans ce domaine-là parce que j'ai pas les connaissances nécessaires pour identifier de la fourrure ou identifier des plumes. OK. Puis ces spécialistes-là, ça serait comme notre branche de la zooarchéologie? Ça pourrait, ou je pourrais dire, par exemple, si c'est des plumes, je pourrais aussi faire appel à des ornithologues. Par exemple, où je travaille au musée d'histoire naturelle de la Floride, on a un département d'ornithologie, et donc, même pour l'identification d'ossements d'oiseaux, souvent, je vais voir l'ornithologue, parce que lui, il a beaucoup d'expérience là-dedans, et ils ont des ossements, oui, mais ils ont aussi des oiseaux qui sont comme empaillés, qui gardent dans leur collection, et donc, c'est probablement là que j'irais, par exemple, si j'avais une plume, pour essayer de trouver à quel oiseau ça pourrait correspondre. Et donc, je ferais sûrement une collaboration avec l'ornithologue. OK. Puis, est-ce que ça t'arrive de travailler en collaboration avec justement des gens d'autres spécialités? Oui, ça m'arrive. C'est sûr que ça dépend toujours du type de recherche que je fais, mais c'est sûr que je fais pas que ma thèse de doctorat, j'ai aussi plusieurs autres projets connexes. Donc, un des projets sur lesquels je travaille, qui est sur la diffusion des données sur l'Internet, sur des bases de données qui existent sur Internet, qui sont des bases de données qui ont été au départ créées par des biologistes pour pour rendre disponibles à tous les données sur lesquelles ils travaillent. Et un des projets sur lesquels je collabore, c'est d'amener les zooarchéologues et les paléontologues à aussi mettre leurs données, à les rendre disponibles dans les mêmes types de bases de données qui sont vraiment ouvertes à tous. Un peu l'idée de ce qu'on appelle en anglais le open science, l'idée de rendre la science disponible à tous. Et donc, dans ce projet-là, je travaille avec des paléontologues, des biologistes, des gens qui font des sciences qu'en anglais ils appellent computer science,
Donc, vraiment des gens d'un peu partout. Pour mes recherches aussi, j'ai travaillé avec des historiens. Je suis allée faire de la recherche en archives en Espagne. Donc, en général, beaucoup, c'est avec des biologistes, des gens qui travaillent sur des mammifères, des gens qui travaillent sur les coquillages ou les oiseaux, ou aussi sur les reptiles. Et ça nous permet vraiment de mieux comprendre certaines espèces animales, par exemple. J'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup parler de la zooarchéologie en général. Est-ce que c'est une grosse communauté de recherche ou alors est-ce que c'est plutôt niche? C'est plutôt large, en fait, mais c'est aussi niche. Parce que, comme je disais, il faut avoir une connaissance anatomique, oui, mais il faut savoir une connaissance des animaux qui vivent dans la région où on travaille. Donc, c'est sûr que, par exemple, dans la région Maya, des zooarchéologues, ou dans la région même mésoaméricaine, des zooarchéologues, je sais pas, on est peut-être 20, c'est peut-être moins actifs, en fait. Mais bon, ça serait peut-être dans ma région à moi. Mais sinon, on a une association professionnelle qui s'appelle l'ICAZ, donc c'est le International Council of Archaeozoology, et c'est une organisation professionnelle internationale qui regroupe les zooarchéologues, et je sais qu'en ce moment, on est 550 membres. Mais je suis sûre que ça, c'est pas tous les archéozoologues qui existent sur la planète. Donc, on est définitivement plus que 500. Mais déjà, je trouve que c'est beaucoup. Puis, est-ce que tu l'aimes, cette communauté? Oui, définitivement, oui. Ouais, les gens sont sympathiques puis tout ça. Oui, définitivement. Puis même que ça fait plus d'une dizaine d'années, peut-être 15-20 ans maintenant, qu'il existe ce qu'on appelle une listserv. Donc, c'est comme une liste de courriels qui réunit, je pense, plus de 1000 personnes maintenant, où les gens vont envoyer des messages, des courriels en disant « Hey, j'ai un ossement que j'arrive pas à identifier, est-ce que vous avez une idée? C'est quoi? Ça date de telle période, ou ça vient de tel site, par exemple. » Et donc, les gens vont s'entraider. Ou il y en a d'autres qui disent « Hey, j'essaie de partir un projet là-dessus, j'ai de la difficulté à trouver telle et telle source. Est-ce qu'il y en a sur la liste qui aurait accès à ces sources-là? » Et donc, les gens vont envoyer des PDF. Ou il y en a d'autres qui vont dire j'ai un étudiant qui veut commencer à travailler sur tel sujet, mais on ne sait pas exactement quelles ressources il faudrait absolument qu'on lise. Et donc, les gens vont envoyer des suggestions. Donc, c'est vraiment une communauté qui s'entraide, qui se tient. Et cette entraide-là, cette collaboration-là, moi, c'est ça que je trouve qui est vraiment génial. Ça me donne l'idée, pas l'idée, mais plutôt le sentiment de faire partie d'une communauté qui veut s'entraider, non se déchirer, où il n'y a pas vraiment de compétition, mais c'est plutôt tourné vers la collaboration. Puis moi, c'est le genre de science qui m'intéresse, de collaborer. Oui, mon Dieu. C'est un peu le rêve, j'ai l'impression que j'entends jamais parler de communauté où ça fonctionne bien comme ça. Je le sais! Et surtout, en plus que, en comparaison, je trouve que l'archéologie maya, que moi, pourtant, j'adore, je trouve que c'est un monde qui est des fois plus niche, où les gens travaillent sur un site, puis ils sont un peu plus protecteurs de leurs données, de leur site, de leur zone dans laquelle ils travaillent. Et il y a plus de compétition, justement. Donc, des fois, je me demande si la zooarchéologie, parce que on est peu nombreux à travailler dans chaque région du monde, ben ça nous donne envie, d'une façon globale, peut-être de collaborer puis de s'entraider. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, nous, c'est étudier les ossements animaux, essayer de comprendre les sociétés humaines. Et donc, on n'empiète pas nécessairement les uns sur les autres. OK. Si je reviens un peu à ce que tu étudies en particulier, est-ce que tu peux me dire un peu quels sont tes résultats? Qu'est-ce que t'indiquent les ossements d'animaux sur les relations entre les Mayas et les Espagnols? En fait, je suis en train d'analyser les données en ce moment, donc c'est sûr que tout ce que je vais dire, c'est pour l'instant préliminaire. Mais en fait, comme je disais, la Manaï, c'est une communauté qui est liminaire, donc qui est située assez loin du centre espagnol. Et on savait déjà par les fouilles qui ont été réalisées sur le site que c'est une communauté où il y a des changements, mais aussi beaucoup de stabilité. Et par ça, ce que je veux dire, c'est qu'il semble avoir une stabilité politique et sociale. Donc, la communauté reste une communauté maya. Il semblerait que les gens qui sont à la tête de la communauté continuent d'être à la tête de la communauté après l'arrivée des Espagnols. Et de façon économique, ils semblent continuer à faire de l'agriculture, à produire des poteries, etc. Donc, une certaine stabilité. Mais il y a quand même des changements aussi qui s'organisent, surtout des changements religieux, avec, comme je dis, la construction de 2 églises sur le site,
et l'adoption de certaines pratiques religieuses par des membres de la communauté. Et on sait ça parce qu'il y a des membres de la communauté, malgré le fait qu'on sait qu'il n'y a pas une présence d'un prêtre, par exemple, sur le site de façon continue, qui vont être enterrés selon des rites chrétiens. Donc, on voit les changements, mais aussi une stabilité. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir, est-ce que je peux voir la même chose à travers l'étude des restes animaux? Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir dans la communauté, est-ce que ces changements-là ou cette stabilité-là, est-ce qu'ils affectent de façon différente les membres de l'élite et les gens qui ne sont pas membres de l'élite, donc ceux qui s'occupent, qui sont probablement les fermiers, par exemple. Et ce que je vois, en fait, c'est plutôt une stabilité. Donc, les gens de l'élite continuent à avoir accès à des ressources que seulement eux, ils ont accès. Et les gens qui font pas partie de l'élite, dont la non-élite, eux, ils continuent à avoir accès aux mêmes ressources. Mais en général, il y a une certaine intensification de l'utilisation des ressources qui proviennent des milieux lacustres. Donc, Lamana est située sur une des rives d'une lagune d'eau douce, et donc il y a beaucoup de ressources qui viennent de la lagune ou des régions environnantes. Donc, par ça, je veux dire le poisson, les tortues d'eau douce et le crocodile. Et donc, ce sont des ressources qui semblent devenir un peu plus abondantes après l'arrivée des Espagnols. Mais sinon, ce sont les mêmes espèces qui sont chassées et il y a une certaine stabilité. Et ce qui est, pour l'instant, le truc le plus cool que j'ai trouvé, c'est que j'ai fait, comme je disais, des études isotopiques et on s'est demandé, en fait, si la Manille, qui est un port de commerce, avant l'arrivée des Espagnols, continue à être un port de commerce. On pense qu'il l'est. Mais on ne sait pas si les réseaux d'échange Maya continuent à exister après l'arrivée des Espagnols. On a beaucoup d'indices qui nous montrent que c'est pas le cas, que ces réseaux d'échange-là sont complètement perturbés et ils arrêtent. Et donc, moi, je m'intéressais à savoir si les ressources animales continuent à être échangées entre communautés Maya durant l'époque espagnole, et mes études isotopiques montrent que ça semblerait être le cas, en fait. Que j'ai trouvé un cerf de Virginie qui provient d'ailleurs, durant l'époque espagnole. Et donc, que peut-être à plus petite échelle, il y a encore des échanges entre communautés Maya qui impliquent des restes animaux. Ok, cool. J'aurais dû te poser la question plus tôt, mais j'ai pas pensé. On parle beaucoup d'ossements qui semblent être comme des ossements complets d'animaux qui ont été mangés ou je sais pas quoi. Mais est-ce qu'il y a aussi des ossements transformés, par exemple en décoration, en cuillère, ou je sais pas, en bijoux, des trucs comme ça? Oui, définitivement. Les Mayas, ils utilisaient les animaux pas seulement comme nourriture, mais définitivement pour les transformer en différents matériaux, en objets. Donc, ils utilisent autant les ossements que les dents. Les dents sont souvent transformées, on dirait, en pendentifs, donc ils font un trou dans la racine de la dent, puis un trou de soutien, puis probablement que c'était porté comme pendentif ou comme ornement sur les vêtements. Beaucoup des ossements sont transformés soit par exemple en billes qui pourraient être portées dans un collier, beaucoup aussi en tubes. On n'est pas trop sûr à quoi servaient les tubes, mais ils vont prendre par exemple disons un os long comme un numérus, couper ce qu'on appelle les épiphyses, donc la partie pas à la fin, comment on dit en français? Au bout? Au bout. Donc les parties qui sont situées au bout, et enfin un tube. Puis ils vont polir la surface, etc. Mais on n'est pas trop sûr à quoi sert le tube, mais ils font ça. Et des fois, en fait, les tubes, ils vont être travaillés, donc ils vont les graver, faire des motifs dessus, les transformer, par exemple faire la dépiction d'un roi ou d'une divinité, par exemple. Et donc oui, et on sait moins pour les ossements, mais pour les coquillages, par exemple, les gros coquillages, des fois vont être utilisés comme outils. Donc, par exemple, surtout proche de la mer où il y a moins de ressources comme du bois qui peut être utilisé, les coquillages peuvent être transformés, peuvent être utilisés comme outil, comme une hache, par exemple, choses comme ça. Ok. Je suis vraiment curieuse sur ces tubes. Ça me rendrait folle de pas savoir si j'étais je sais pas, dans cette communauté-là. Puis, par exemple, si je continue à parler des tubes, est-ce
est-ce que c'est possible de faire des analyses, par exemple, je sais pas, des résidus à l'intérieur du tube pour essayer de savoir à quoi ça servait? Est-ce que c'est les zooarchéologues qui font ça ou alors est-ce que c'est d'autres types d'archéologues qui s'occupent de ça? Ça peut être les deux. Alors, il y a des archéologues qui s'intéressent aux études des résidus. Ça se fait. Mais ça peut être aussi, on peut emmener quelqu'un qui, disons que moi, je suis pas du tout spécialiste des résidus. Donc, si c'était un type d'analyse que je voulais faire, ben, j'irais chercher quelqu'un avec qui collaborer qui pourrait réaliser ce type d'analyse-là pour moi. Ou plutôt avec moi. Mais sinon, pour les tubes, il y a différents types d'analyses aussi qui existent, qui s'appellent la tracéologie, qui, l'idée, en fait, c'est de regarder de façon microscopique aux traces qui sont laissées sur l'ossement pour essayer de savoir comment elle a été façonnée et ensuite comment il aurait pu être utilisé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait moins pour les ossements, mais beaucoup pour les coquillages. Par exemple, il y a beaucoup de coquillages qui sont transformés parce qu'ils ont des belles couleurs. Surtout les spondylus, qui sont des coquillages rouges, roses et pourpres. On se demandait comment, par exemple, des petites billes étaient façonnées à partir de ces coquillages-là. Donc, il y a des gens qui ont fait des études de tracéologie, puis qui ont une bonne idée de comment on partait d'un coquillage plus vraiment complet pour arriver à une petite bille, ou plusieurs petites billes. Donc, pour les ossements, ça a été fait moins souvent, mais c'est, du moins dans ma région, où moi je travaille, mais c'est fait dans d'autres régions du monde, oui, définitivement. OK. On en est aux petites questions de conclusion. Est-ce que tu pourrais me parler, ou est-ce que tu en as un meilleur... Je vais reprendre cette question, puisque je me suis mélangée. Quel est ton meilleur souvenir en lien avec ton travail? C'est un peu drôle parce que mon meilleur souvenir, ça n'a rien à voir avec l'archéologie maya, mais parce que bon, j'ai travaillé quand même dans d'autres régions du monde, et il y a plusieurs années, j'ai été invitée à participer à des fouilles en France, en Charente, sur un site qui fait la transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Ah, donc ça, c'est la transition entre les néandertaliens et l'homme moderne. Et donc c'est sûr que moi, je travaille pas d'habitude sur une période qui est aussi loin dans l'histoire, plus de 15 000 ans avant aujourd'hui. Donc déjà, là, c'était assez spécial de toucher à des ossements qui étaient aussi vieux. Mais mon meilleur souvenir, ça vient de cette fouille-là parce que le jour de mon anniversaire, donc on était en été, j'étais sur le site et on a trouvé une dent de mammouth et c'est moi qui ai pu l'excaver finalement. Et donc, my God! Et donc ça, c'était vraiment genre extraordinaire de penser que j'étais en train de fouiller, de déterrer une dent d'un animal qui est éteint, qui n'existe plus aujourd'hui, et c'était mon anniversaire. Donc c'était, pour moi, c'est un moment qui restait vraiment, vraiment très, très spécial, là, parce que je savais que ça allait jamais se reproduire. Puis c'est toi qui l'avais trouvé ou alors on t'a mis en charge de Ben non, mais elle était dans mon unité de fouille, donc j'ai été juste très chanceuse. Oh my God! Puis c'est gros comment, une dent de mammouth? Comme ma main, peut-être. Oh! Pour vrai? Oui, c'est vraiment, oh vraiment my très God. gros. Ouais. Oh my God! Ouais, c'était vraiment ça aussi qui s'est passé. C'était comme, oh mon Dieu. Puis il fallait être très, très prudent aussi pour pas qu'elle se défasse, parce que c'est une dent qui est comme, souvent les dents, ils ont beaucoup de lamelles, donc on voulait qu'il reste en entier, puis il fallait bien l'entourer, tout ça. Donc ça, c'était vraiment, super ça beau doit être souvenir. le rêve. Ouais, c'était vraiment le rêve. Tu sais où elle a fini la dent, finalement? Ben, je sais pas, c'est mon superviseur de maîtrise qui l'a identifié par après, mais je sais pas. Elle est en quelque part en France. C'est tellement une conjonction des planètes pour quelque chose de... Ah ouais, ça doit être tellement un sentiment merveilleux. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que la plupart du temps, quand je travaille sur les ossements, je suis pas nécessairement émerveillée de parce que bon, je le fais tous les jours, puis à un moment donné, c'est juste un autre os de cerf de Virginie. Tu sais, c'est un peu ça. C'est sûr que ça m'arrive des fois d'avoir des moments où je me dis, où je rencontre des animaux qui sont rares. Donc, par exemple, pour ma thèse de doctorat, j'ai étudié près de 10 000 restes d'animaux. Et dans les 10 000, il y a une dent de jaguar. Et le jaguar, c'est un animal qui est vraiment important pour les Mayas parce que c'est un animal qui incarne le pouvoir sacré de la royauté. Donc, qu'on pourrait appeler un roi des Mayas pouvait porter une peau de jaguar. Ça représentait son pouvoir. Donc, les jaguars sont rares et en trouver, c'est vraiment comme genre wow.
Donc, d'avoir, par exemple, trouvé la dent de jaguar dans les 10 000 ossements, ça, c'était comme un super beau moment pour moi. J'étais super contente parce que j'en avais jamais trouvé auparavant. Mais c'est sûr que de façon quotidienne, c'est un peu... c'est juste, pour moi, c'est un travail. Ouais. OK. Puis, si on parle un peu du jaguar, est-ce que cette dent provenait comme d'un endroit spécial ou alors est-ce qu'elle était juste avec d'autres ossements? Ben, en fait, ce qui est super cool avec cette dent-là, c'est qu'elle provient pas d'une résidence de l'élite, mais plutôt, en fait, d'un dépotoir associé avec une structure de la non-élite. Et ça, c'est peu commun. Et donc, c'était un peu... je me pose un peu encore la question, pourquoi cette dent-là, elle s'était trouvée associée avec une structure qui n'appartient pas à l'élite. Mais donc, en fait, ce qu'on pense beaucoup, c'est que les animaux, on pense... C'est une hypothèse, on ne pourra sûrement jamais la prouver, mais on pense que beaucoup des animaux qui étaient chassés par une classe de chasseurs. Donc, comme des gens qui faisaient prendre partie de la non-élite, ou peut-être une classe moyenne, qui étaient attitrés à la chasse ou à aller chercher les animaux pour l'élite. Et donc, les jaguars faisaient probablement partie de cette catégorie-là. Et pour une raison ou une autre, peut-être que finalement, la dent, elle s'est retrouvée dans le dépotoir de la non-élite pour une raison incertaine, mais peut-être associée à des gens qui étaient justement en charge de la chasse. Ouais, puis mettons que moi, je fais partie de la non-élite, puis que je suis en train de me balader, puis que je tombe sur une carcasse de jaguar, puis que j'ai pas chassé, qui est genre juste mort, là, puis que je sais que le jaguar est sacré, je pense que je serais tentée de prendre une dent puis de la ramener chez moi. Je sais pas. Oui, c'est bien possible. C'est mon hypothèse de personne qui connaît rien. Ouais, ben, d'un côté, je sais pas exactement comment... justement quelqu'un de la non-élite, qu'est-ce qu'ils auraient fait dans ce moment-là, parce que tu dis, pour eux, c'était un animal vraiment important. Donc, oui, peut-être que t'es tenté de ramener le crâne à la maison ou quelque chose comme ça. OK. Dans un monde idéal, est-ce qu'il y aurait une autre civilisation, une autre région, un autre peuple que tu rêverais d'étudier? Non. Mais avant d'être 100% sûre que je voulais faire de l'archéologie maya, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'archéologie médiévale. Et je m'intéressais beaucoup aux questions, en fait, religieuses. Donc, les communautés religieuses, puis leur rapport à la nourriture. Parce qu'on sait que beaucoup de communautés religieuses, par exemple, surtout à l'époque médiévale, n'étaient pas supposées, par exemple, de manger beaucoup de viande, devaient seulement manger du poisson, des choses comme ça. Donc, je m'intéressais beaucoup à ce rapport à la nourriture, s'ils respectaient ce qui supposé être comme les consignes, si on peut dire, ou les règles monastiques. Donc, je m'intéressais à ça. Mais non, j'ai décidé que l'archéologie maya, c'était ce qui m'intéressait, d'étudier une civilisation qui est tellement complexe, qui existe encore aujourd'hui, en fait, parce que les communautés mayas, elles existent toujours, mais c'est une civilisation qui s'est installée, ou du moins qui est née dans la région maya 2000 ans avant Jésus-Christ, puis qui existait encore, finalement, quand les Espagnols sont arrivés, puis qui existe encore toujours aujourd'hui. Puis, c'est tellement complexe de comprendre comment cette société-là qui est hiérarchisée fonctionnait, comment les différentes cités mayas fonctionnaient, comment elles entretenaient des liens, elles étaient souvent en guerre l'une contre l'autre d'ailleurs. Et donc toute cette dynamique-là, ça m'a toujours vraiment intéressée. Et non, je veux pas étudier d'autres civilisations, mais si je le faisais, ça serait d'autres civilisations dans la région mésoaméricaine. Donc soit Mexique, Guatemala, ou peut-être même un peu plus au sud, le Honduras, ou le El Salvador, ou le Nicaragua. Donc vraiment, je resterais dans la même région. OK. Qu'est-ce que tu préfères à propos de ton travail? Je me suis posé la question quand tu m'as envoyé la question. Mais je pense que j'aime beaucoup les casse-têtes. Donc, au départ, c'était pas tant les questions de recherche qui m'intéressaient que juste, je me verrais faire ça tous les jours, d'enlever des ossements, d'essayer de déterminer l'ossement fragmenté à quoi il pourrait appartenir. Donc, au départ, j'aime définitivement ça. Mais l'étude des relations entre l'homme et son environnement, c'est juste, ça m'intéresse, ça me stimule. Et d'essayer de comprendre, de me dire que mes recherches à moi amènent un avancement des connaissances. Et c'est ça que je trouve stimulant, en fait. De produire des connaissances. Ouais. Et je me dis, c'est pas donné à tout le monde, puis je me sens vraiment privilégiée de pouvoir faire ça. Ouais, c'est ça. Puis, c'est quoi que t'aimes le moins?
Probablement le temps que ça prend à conduire un projet du point A au point Z. Je veux dire, les projets, souvent, ça se déroule sur des années et des années. Je veux dire, mon projet de doctorat, ça va m'avoir pris 8 ans à le compléter. Puis, je veux dire, je fais partie d'autres projets aussi qui sont connexes ou des fois complètement séparés. Puis souvent, c'est des projets, ça prend plus de 5 ans à réaliser. Donc, probablement ça, le temps que ça prend. Parce que c'est aussi que la recherche, c'est pas mes seules obligations. Je fais aussi de l'enseignement, je travaille aussi dans un musée, etc. Donc, probablement ça. Et aussi les jours de frustration que j'ai dans le laboratoire quand j'arrive pas à identifier quelque chose. Ça, de rester avec ce qu'on appelle les ossements mystères, là, ça, c'est vraiment la plus grande frustration. Ah ouais, je comprends. Est-ce que tu as des ressources à recommander pour celles et ceux qui voudraient en apprendre plus? Alors, c'est sûr que la plupart des ressources que je connais, moi, sont en anglais, parce que la majorité de la recherche est faite en anglais. Alors, toute personne qui s'intéresse à l'archéozoologie, je dirigerais vers le site de l'ICAZ, donc l'association professionnelle des archéozoologues, donc ICAZ. Donc, c'est effectivement, je pense, un bon point de départ pour trouver, pour être ensuite redirigé vers d'autres sources dépendamment de ce que les gens, ce qui les intéresse. Donc, ça, c'est probablement ça que je dirais. OK. Est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet? Oui, ben je suis sur Twitter. Alors, c'est mon nom, c'est Ariane Boileau. Alors, on peut me trouver là. Et sinon, c'est sûr que en tapant mon nom aussi, j'ai un compte sur academia.edu, puis sur ResearchGate, et aussi Google Scholars, où les gens peuvent trouver mes publications. Et si on m'envoie un message privé sur Twitter, par exemple, pour des questions, etc., moi, ça me fait toujours plaisir de répondre. Ou s'il y a des gens que ça les intéresse d'avoir accès à mes publications et qui sont pas capables de les trouver, etc., ça me fait plaisir aussi de les envoyer. OK. En te googlant, j'ai trouvé ton CV. Oui. Puis je dois dire que c'est le plus long CV que j'ai jamais vu de toute ma vie. J'étais comme, ça va finir, mais non, t'as fait tellement de choses, t'es allé tellement d'endroits, participé à tellement de trucs, c'est tellement impressionnant. Ouais, ben je me sens vraiment privilégiée parce que il y a plein d'opportunités qui se sont présentées sur mon chemin, puis c'est sûr que des fois c'est ça le problème, c'est que j'ai des difficultés à dire non. Mais oui, il y a beaucoup d'opportunités qui sont présentées. Je veux dire, j'ai fait des fouilles au Québec, en France, au Belize. J'ai fait aussi des recherches en Espagne, au Mexique. Donc à un moment donné, il y a plein de projets sur lesquels j'ai travaillé aussi au Guatemala. Donc oui, beaucoup d'opportunités. Je me sens vraiment choyée. Et aussi, c'est que je m'intéresse pas seulement à faire de la recherche. Je veux dire, je suis intéressée dans la communication scientifique, parce que comme j'ai dit, je travaille dans un musée en ce moment, donc être amenée à travailler avec le public, c'est quelque chose que j'ai fait souvent, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, ça aussi, c'est le genre d'opportunité que j'ai pu avoir. OK, ben je pense qu'on a fini alors. Merci beaucoup, Ariane. Tu parles tellement bien, puis c'était tellement intéressant. J'ai vraiment hâte de publier. Merci! Merci. Bye bye! Bye bye! Si vous voulez suivre le podcast et ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez le faire à Super Spécialiste sur Instagram et Facebook et à SuperSpecPod1 sur Twitter. Je vous poste des petits quiz sur chaque épisode et du contenu bonus sur Instagram. Ok, merci, bye bye!